Hey, salut Patrice, Patrice Mercier. Patrice est CPA, CA, c'est bien ça? Exact. Donc, comptable. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est un peu plate, mais il faut en parler parce que ça arrive quotidiennement dans ta pratique, dans la mienne, les séparations. Puis les séparations, ça veut dire séparation de biens aussi généralement. Puis j'ai plein de clients qui m'appellent pour vendre leur propriété, puis ils se retrouvent avec un patrimoine immobilier, des choses. Ils savent pas comment gérer ça, ils savent pas comment ça se passe. On va essayer au moins de leur donner des pistes de solutions sur comment partir le processus de séparation pour la séparation des biens, quand on parle d'immeubles, quand il y a des immeubles locatifs dans le patrimoine ou dans les propriétés. Fait que Patrice, merci d'être là. Avant qu'on commence, présente-toi un petit peu. Bonjour, Patrice Mercier. J'ai mon bureau à Verdun, sur la rue Wellington. Je pratique en comptabilité et fiscalité depuis déjà plus de 10 ans. Au niveau plus en fiscalité, je vous dirais, ça fait à peu près 6 ans que je pratique. Évidemment, comme tu disais, Maxime, ça arrive, des situations malheureuses là, qui arrivent quand même de plus en plus, séparation. Je vais vous expliquer peut-être au début une recette plus générale, mais évidemment, chaque situation est différente. Donc, ça demande une analyse, ça demande pour s'assurer qu'il y ait une bonne séparation des biens qui soit juste et équitable. C'est un peu ça aussi, au bout de la ligne, l'objectif qu'on souhaite rencontrer. La première chose, première étape, quand quelqu'un vient me voir ici, qui est dans cette situation-là, c'est de déterminer la valeur marchande du portefeuille immobilier. Donc, parfois, on a une propriété, parfois, on a 100 portes. Il faut établir la valeur marchande. Il faut établir aussi la valeur des dettes pour réussir à savoir c'est quoi la valeur qui est à partager entre les deux conjoints. OK? Ensuite de ça, évidemment, tu as l'impôt à considérer. Résidence principale, vous le savez, je pense que vous maîtrisez bien cette situation-là. C'est simple, il n'y a pas d'impôt à payer parce qu'on Mhm. va utiliser l'exemption pour résidence principale. Par contre, quand on parle d'immeuble locatif, il faut déterminer, j'ai-tu pris de l'amortissement dans le passé contre mes revenus locatifs? J'ai-tu un gros gain en capital? C'est quoi l'impôt que j'ai à payer là-dedans? Parce qu'évidemment, si j'ai deux propriétés, on peut peut-être te donner un exemple, Maxime, là. Oui, tout à fait. Deux propriétés. J'ai une résidence principale qui vaut 500 000, que j'ai payé 300 000, puis j'ai un immeuble locatif aussi qui vaut 500 000, mais que j'ai payé 300 000. On s'entend? Simplement, 200 000 de gain en capital sur les deux propriétés. Bon, on pourrait se dire, garde la maison, puis moi, je vais garder l'immeuble locatif. Tu comprends? C'est Oui. quoi la problématique? C'est que l'immeuble locatif, lui, j'ai 50 000 d'impôts à payer. Oui, lorsqu'on va se l'échanger, je ne le paierai pas, cet impôt-là, mais le jour où je vais le vendre, je vais le payer, l'impôt, tu comprends? Mhm. Fait que ça, c'est un premier scénario, peut-être, où il faut faire attention. J'ai-tu de En l'impôt fait, en latent fait ou j'en ai pas? j'ai présentement, Patrice, pas pour te couper, mais ce qui a initié un peu cette Oui, vidéo-là, c'est un peu ça. Je rencontrais des clients. Il y a OK, une propriété qui est une propriété familiale. Ils ont un OK, 5 logements. Puis là, ils disent, oui, écoute, là, moi, je vais te racheter le 5 logements, puis on va vendre oui, la maison familiale. Puis là, il y a un peu d'obstination à savoir, ben là, c'est comment on le partage, le 5 logements. oui, oui. Fait que dans ton cas, est-ce que les deux clients sont propriétaires tous les deux des deux propriétés? Tout à fait. On parle des deux propriétaires, puis souvent, c'est ce OK, qu'on va voir aussi, les deux propriétaires de deux propriétés. oui. Bon, fait qu'ensuite de ça, il faut établir la valeur marchande des deux propriétés. Tu sais, le but, c'est que, ultimement, après impôt, chacun des deux conjoints, pour que ce soit équitable, devrait avoir 50 à moins que le deal soit différent entre les deux. Mais Mhm. normalement, là, dans le cas type, c'est ça. Là. Fait qu'on va établir combien, combien chacun des conjoints devrait avoir dans ses poches. S'il y a de l'échange d'argent à faire, c'est là qu'on va le faire aussi. Là. Tu me suis? Au niveau du Oui. 5 logements, dans ton exemple, il faut analyser, y a-t-il de l'amortissement qui ont été pris dans le passé? Parce qu'évidemment, si je dispose du bien immobilier en date d'aujourd'hui, je vais avoir une récupération d'amortissement, je vais avoir le gain en capital. Fait que ça me génère de l'impôt. Donc, il faut en tenir compte aussi de ça. Là. En fait, pour les gens, Patrice, qui ne savent pas c'est quoi l'amortissement, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi l'amortissement sur des immeubles locatifs? Certainement, certainement. Donc, quand j'achète un immeuble, admettons, je l'achète 1 million, à chaque année, j'ai le droit de prendre 4 de cet immeuble-là. Fait que dans mon exemple, 1 million, ça veut dire que j'aurais le droit de prendre un amortissement de 40 000. Cet amortissement-là, par contre, c'est le moindre de deux choses. Soit mon fameux 40 000 ou
Mon revenu net de location. Donc, si j'ai un revenu net de 30 000, ben à ce moment-là, je ne peux pas prendre plus d'amortissement que 30 000. OK? Ça, en fait, l'amortissement, c'est un report d'impôt. C'est-à-dire qu'à chaque année où je vais faire du revenu locatif, je vais prendre cette déduction-là. C'est fictif, on s'entend. C'est basé sur le coût que j'ai payé pour l'immeuble, mais ce n'est pas une vraie dépense. Je ne le sors pas, cet argent-là, de mes poches. C'est de l'impôt qui est repoussé un peu, là. Exactement. Donc, c'est repoussé jusqu'au jour où je vends l'immeuble. Et là, à ce moment-là, tout l'amortissement, que je vais avoir pris dans le passé, je vais devoir l'ajouter à mon revenu l'année où je dispose de l'immeuble. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte là, dans un cas de séparation comme celui que tu m'exposes là. Parfait. Ça marche, ça? Oui, mais ce que tu me dis, en fait, c'est beaucoup du cas par cas hein, par rapport, mais la première chose à établir, si je comprends bien, c'est qu'on faut faire une évaluation de la juste valeur marchande de ces immeubles-là. Combien ça vaut actuellement? Oups, excuse-moi, Patrick. Exactement. Exactement, comme tu dis, mon point de départ, c'est de faire vraiment un bilan de séparation, donc de déterminer la valeur de chacun des actifs que le couple détient. Dans ton cas, ton exemple, c'est une propriété, une résidence principale, et l'autre actif, c'est un immeuble locatif de 5 logements. C'est évidemment, dans un cas théorique où les deux immeubles ont la même valeur, bon, mis à part l'impôt, comme je te disais, résidence principale versus immeuble locatif, on n'a pas le même impact fiscal. Mais dans un monde parfait où les deux immeubles ont la même valeur, c'est facile. T'en gardes un, j'en garde un, et that's it, le cas est terminé. Exact. Évidemment, c'est rarement le cas. Un 5 logements va valoir, j'imagine, plus cher là, dans ton cas. Est-ce que tu as des chiffres que tu peux me donner, Maxime? Je te dirais que ce qui est assez particulier, c'est que ces deux immeubles de valeur à peu près équivalente. Bon, oui? Okay. On va dire qu'il y a 100 000 de différence entre les deux, ce qui n'est pas sur un immeuble de, disons, il y en a un de 800, un de 900. C'est ça. Okay. Le 5 logements locatifs vaut 900, la maison unifamiliale vaut 800. Bon, parfait. Fait que la maison unifamiliale, 800, puis l'immeuble vaut 900. Combien ils ont payé chacun des immeubles, Maxime? Pour le besoin de la cause, là, puis de mémoire, ça peut payer à peu près 300 000 chaque immeuble. Là. 300 000 chacun. Bon, fait qu'au niveau de l'unifamilial, tu as un gain en capital potentiel de 500 000, puis au niveau de l'immeuble, tu as un gain en capital potentiel de 600 000. Donc, tu vois, déjà là, bon, il faut considérer évidemment l'hypothèque. Pour les fins de notre exemple, on ne considérera pas l'hypothèque là, pour que ce soit là, tu dis, juste pour bien que les gens comprennent bien, tu parles de gain en capital non imposable sur la maison unifamiliale. Bien, en fait, j'ai calculé les deux gains en capital. Dans le cas de la maison unifamiliale, si c'est leur seule propriété qui se qualifie, on va désigner effectivement cette propriété-là comme résidence principale. Puis là, le fameux gain de 500 000, on va l'exempter au complet. Parfait. OK? Au niveau de l'immeuble, lui, immeuble locatif, bien évidemment, tout ce qui était loué, je ne l'habitais pas. Je ne peux pas le désigner comme résidence principale. OK? Donc, à ce moment-là, le 600 000 de gain en capital, lui, il va être imposable à un taux approximatif de 25 OK? Ça, c'est le taux maximal. Ouais. Donc, pour des gens qui gagnent plus de 200 000, on va être à peu près à 25 du gain en capital de 600 000, ce qui fait, rapidement, là, ça va faire un montant d'impôt de 150 000 environ. OK? Donc, net de l'impôt, au niveau de l'immeuble, on va être à 450 000 environ de valeur nette, alors que la propriété unifamiliale, elle, est à 500 000 net. Bon, il y a une petite différence de 50 000. Peut-être que les conjoints vont dire, OK, c'est beau, si on peut régler la séparation de cette façon-là, qui est relativement simple, un des deux va garder la maison, l'autre va garder l'immeuble. Et c'est là que je viens à une autre chose, ou c'est une autre notion qui est importante. Entre conjoints ou entre ex-conjoints, on peut se transférer des biens sans causer l'impôt. Sans impact fiscal. Sans impact fiscal, exactement. Exactement. Donc, au niveau de l'immeuble locatif, là, tout ce que je viens de dire au niveau du calcul, c'est théorique parce qu'évidemment, dans le cas qu'on vient de dénoncer, ben le 50 de l'immeuble locatif, là, celui qui va donner cette part-là à son ex-conjoint au fin du règlement de la séparation, ben, il ne payera pas l'impôt. Ou en fait, automatiquement, il ne payera pas l'impôt. Il peut faire des choix fiscaux après ça pour dire ben, on veut l'imposer, là, mais ça c'est une autre histoire. Oui, tout à fait. OK.
C'est intéressant parce que souvent, les séparations, j'ai constaté que c'est complexe, une séparation, ça implique des émotions, un paquet d'affaires, mais à la Oui, fin de la oui, journée, la façon souvent la plus efficace de le faire, de le régler, c'est avoir quelqu'un de compétent qui te met les chiffres sous les yeux, puis regardez, voici ce que c'est. Prenez une mhm, décision par rapport à ça, puis il n'y a pas vraiment de discussion par rapport à ça. It is what it is. C'est les chiffres qu'on a sous les yeux. exact. Puis d'expérience, c'est vraiment la meilleure façon, c'est d'avoir quelqu'un qui va bien comprendre la situation des gens pour exposer tous les chiffres de manière claire, sans équivoque, puis que ça se passe plus efficacement, plus proprement comme séparation. Tout à fait. Tout à fait. Et aussi pour enlever le plus possible d'émotions, on va utiliser souvent, on va demander une évaluation. Donc, ça peut être par un évaluateur agréé, ça peut être par un courtier comme toi, Maxime, évaluation de la propriété, parce qu'évidemment, aux yeux, entre deux personnes du même couple, parfois la valeur ne sera pas la même, hein, évidemment. Là. Oui. Donc, pour trancher puis devenir impartial entre les deux, on demande à une tierce personne d'évaluer les propriétés. Comme ça, ben, on va éviter cette chicane potentielle, si je peux me permettre. Ouais. Puis là, on parle, principalement, on s'entend dans les cas d'espèces qu'on utilise, Patrice, c'est les personnes mariées, ben, c'est souvent ce à quoi ils font face. Les conjoints de fait, Oui. fiscalement, comment ça joue, les conjoints de fait? Y a-t-il des différences à connaître là-dedans? Bon, en fait, évidemment, quand on parle de conjoint de fait, on n'a pas les mêmes droits que quand on est marié. OK? Donc, en théorie, un conjoint de fait, seulement les propriétés sur lesquelles les deux conjoints vont avoir le nom d'inscrit au registre foncier. Donc, à ce moment-là, si par exemple, dans ton exemple, là, je vais reprendre le même exemple qu'on avait tout à l'heure, unifamilial, un immeuble à revenu, bien, si l'immeuble à revenu est au nom de madame et l'unifamilial est au nom de monsieur, les deux personnes ne sont pas mariées, bien, à ce moment-là, à la limite, il n'y aurait pas d'obligation juridique de séparer les deux propriétés, tu Hum. comprends? Oui. Il va avoir une obligation au niveau de l'unifamilial parce qu'elle fait partie du patrimoine familial. OK? Au niveau, lorsque les personnes sont mariées, bien, il faut regarder en vertu de quel régime matrimonial ils sont mariés parce qu'il va y avoir une instance qui va être différente en fonction des régimes. Y a-t-il un contrat de mariage? Y en a-t-il pas? Etc. Là. Il y a plusieurs Oui. choses juridiques. Ça, évidemment, moi, à titre de fiscaliste, je vais faire les vérifications nécessaires avec le notaire pour m'assurer que le partage, il fait la route et il tient également en compte de leur régime matrimonial là, et de leurs droits de chacun. Good. Ça marche, ça? Oui. Là, en fait, je me risque aussi à peut-être adresser quelque chose avec toi qui va Oui. intéresser les gens qui sont en immobilier, qui investissent en immobilier. Souvent, les gens, ils vont rentrer dans une relation, ils vont s'imaginer que c'est pour la vie. Hein? C'est sûr qu'on tombe en amour avec quelqu'un, tu regardes, écoute, till death do us apart. C'est ça l'affaire. Euh, Par contre, souvent, on va rentrer des immeubles dans une compagnie, puis on n'aura pas fait de convention d'actionnaire, encore une fois, parce qu'on dit, écoute, la vie est belle, puis elle va être belle pour toujours. C'est une grave erreur. Oui, Moi, je oui. dis à tout le monde, c'est que réglez vos affaires, faites vos conventions d'actionnaire jour 1 pour évidemment établir, sauver, protéger vos apports dans les compagnies, dans des immeubles, puis que lors Exact. d'une séparation, il n'y ait pas de zone grise, puis s'il y a un conseil que j'ai à donner aux gens, faites ça. Qu'est-ce que tu en penses? Définitivement, définitivement. Ben, tu as apporté un bon point. Lorsqu'on a investi dans une société, bien évidemment, une des façons, du moins, de se protéger, c'est d'utiliser une convention d'actionnaire. La convention d'actionnaire, elle prévoit toutes les situations qui pourraient devenir problématiques dans le temps et va énoncer différentes solutions euh, avec lesquelles les actionnaires se sont entendus préalablement. Par exemple, une situation justement où j'ai deux conjoints mariés. Un des deux conjoints a investi dans une société, donc il est détenteur d'actions. En théorie, pour régler la séparation, la conjointe aurait le droit à la moitié de ces actions-là. Donc, pour éviter une situation comme celle-là, la convention entre actionnaires va prévoir comment on va régler cette situation-là spécifiquement. Tu comprends? Ça, c'est une situation encore en cas de séparation. Évidemment, il y a une multitude d'autres situations. Ça peut être une situation en cas de décès, mais la convention d'actionnaires va prévoir Oui. comment on va racheter cet individu-là qui a investi, parce qu'évidemment, on ne veut pas se retrouver nécessairement avec les enfants ou avec la conjointe, conjoint de la personne qui est décédée.
Exact. Donc, Je pense que c'est une des clés là-dedans que le monde ne pense pas beaucoup. ouais, J'ai l'impression que le monde laisse ça aller. C'est un peu comme les conventions d'indivision. Quand les gens sont copropriétaires d'un immeuble ensemble de la même famille, il y a tellement de troubles là-dedans. Ils se retrouvent 5 ans plus tard, pas de convention. Puis là, évidemment, il faut aller devant un tribunal pour le faire. La convention exact. d'actionnaire, je pense que c'est tellement important que les gens jettent un œil là-dessus puis se fassent conseiller adéquatement pour ça parce que ça sauve des frais plus loin, des conflits plus loin. Exact. Ouais, C'est primordial, je pense, d'avoir une convention d'actionnaire. Dès qu'on est deux individus et plus, faut prévoir comment on va résoudre chacune des situations. Puis c'est à ça que sert la convention d'actionnaire, là. exact. Tout à fait. Good. Patrice, il y a un chalet dans la séparation. Oui, Maison familiale, un chalet. Évidemment, il y a seulement un des deux qui peut être libre du gain en capital, qui est la résidence exact. principale. Comment ça joue, le chalet? Bien, en fait, ce qu'on va calculer, il y a un premier calcul à faire, évidemment, toujours en regardant combien j'ai payé le bien, combien il vaut actuellement. En certaines situations, la résidence principale, on ne la prendra pas sur l'unifamilial, on va la prendre sur le chalet parce que le gain latent est plus important sur le chalet. Donc, ça dépend. Il faut faire un calcul mathématique. Donc, ça, c'est la première réflexion à faire. Ensuite de ça, un chalet, évidemment, est toujours dans la même optique pour faire le bilan. Il faut regarder c'est quoi l'impôt latent sur chacune des propriétés pour s'assurer qu'on est juste et équitable entre les deux conjoints. Et juste pour ne pas te couper dans ton Oui, élan, est-ce qu'on a le choix oui, d'établir vas-y. lequel on veut déclarer résidence familiale? C'est ce que tu me dis dans la loi fiscale, tu peux Tout choisir? à fait. Tout à fait. En OK. fait, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que c'est un test annuel. Donc, c'est une désignation qui se fait annuellement. Si, par exemple, j'ai détenu les deux propriétés pour fin de simplification, je détiens les deux propriétés, je les ai achetées tous les deux il y a 5 ans. Donc, je pourrais décider de désigner 3 ans sur mon chalet, 2 ans sur la résidence, sur l'unifamiliale. OK? Donc, je ne suis pas obligé là, de désigner toutes sur la même propriété à partir du moment de la détention. C'est un test annuel qui se fait. OK. OK? Good. Euh, en- Ensuite de ça, ben, comme je te dis, en fait, comment je vais le déterminer dans une situation comme celle-là? Ben, je vais demander c'est quoi la valeur en date d'aujourd'hui de chacune des propriétés, depuis quand on détient la propriété. Je vais diviser le gain en capital par le nombre d'années de détention. Puis là, c'est là que je vais savoir, ben, chaque année, si je désigne le chalet, ça m'exemple 3 000, par exemple, de gain en capital. Puis chaque année, sur l'unifamilial, ça m'en exempte 5 000. À ce moment-là, je vais sélectionner la propriété qui exempte le plus gros gain. Tu OK. comprends? Good. C'est comme ça que le test va se faire, là. Parfait. Super. Écoute, c'est le fun de la fiscalité et puis la comptabilité, c'est passionnant. Moi, je l'ai appris en fait parce que avec l'immobilier, j'ai tellement parlé souvent à des comptables et des fiscalistes qu'on finit par se retrouver un petit peu. Mais la plupart Oui, des gens qui se retrouvent là-dedans pour la première fois, puis ils se réveillent avec un dur lendemain de veille, qu'ils doivent se séparer puis régler tout ça. Je pense oui. que cette discussion-là est pertinente et intéressante pour les gens. Je les invite à communiquer avec toi hein, s'ils veulent à un moment donné aller plus loin dans la discussion, avoir besoin de bons conseils. Moi, Régent Rose a toujours été mon comptable. Tu as pris la relève de la business à Verdun. Oui, Régent exact. était très connu. Fait que, où est-ce qu'on peut te contacter, Patrice, si on veut te poser plus de questions par rapport à ça? Oui, bien certainement. J'ai mon site web, merciercpa.ca, sur lequel vous allez trouver toutes les coordonnées de mon bureau avec numéro de téléphone, ainsi de suite. J'ai un lien aussi sur lequel vous pouvez déposer des documents si jamais vous avez un mandat quelconque ou un fichier Excel pour démontrer là, les calculs. Vous pouvez me faire parvenir ça. Puis, évidemment, mon bureau est sur la rue Wellington, 4110, bureau 310. Good. Moi, je pense qu'on va avoir la chance de se reparler dans d'autres rencontres parce que c'est tellement à propos de parler de fiscalité, d'immobilier qu'on va sûrement se retrouver sur une autre rencontre très bientôt. Patrice, merci infiniment pour ton temps. J'espère que ça vous a aidé à vous éclairer un petit peu sur les séparations, comment ça joue fiscalement. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Contactez Patrice, il est disponible. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci Merci, Patrice. beaucoup. Bon, merci beaucoup, Patrice. C'était bien Non, intéressant. Puis je pense que ça va au moins semer une piste pour bien du monde qui vont faire des recherches là-dessus sur le web, puis qui vont te contacter pour avoir plus de détails et plus d'aide pour ça. Ben, c'est super ça. Et comment ils font? Vous autres, vous le partagez sur Internet, sur Ouais, nous autres, vos liens, comme tu disais, Facebook et tout ça. nous autres la Mais, vidéo va être hébergée sur YouTube. OK. Et puis, il va se retrouver, en même temps, on l'envoie sur Facebook pour que les gens engagent avec la vidéo.
Puis Oui. plus la vidéo est engagée, plus YouTube le propose à des personnes dans tout ce qui est immobilier. Moi, j'ai un logiciel spécial que, dans le Oui. fond, il tag tout l'immobilier à Montréal, tout ça. Fait que quelqu'un qui cherche immobilier fiscalité, il risque de tomber dessus assez très fortement. Ah, OK. Bon, Ouais. ben super ça. Fait que plus il est vu, plus il va être engagé, plus il va ranker dans YouTube. Puis YouTube appartient à Google. Fait qu'aussitôt qu'on parle, on nomme ton nom, on nomme mon nom, ben, ça se retrouve là. Fait que moi, j'aime beaucoup ça. C'est un outil qui est sous-utilisé à Montréal, dans l'immobilier YouTube, mais qui est tellement efficace que c'est comme les blogs. Nous, on fait beaucoup de blogs sur notre site web. Le monde me trouve pour des blogs. Genre sur l'indivision, on parlait d'indivision tantôt, là, tous les semaines, le monde m'appelle pour mon blog sur l'indivision. Hey, si je suis dans le trouble, mais je suis chicané avec mon copropriétaire, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Ouais. Ah bon. Mais la rédaction de blog, toi, fais-tu des blogs sur ton site? Ben, pas encore, là. Écoute, si tu veux avoir un bon outil, moi, j'ai un rédacteur qui rédige mes blogs, un blog personnel. OK. Puis ça te fait scorer, puis c'est du contenu original, c'est ce que Google aime. Ça se fait scorer, le monde te trouve. C'est vraiment, vraiment efficace. Je peux te le référer si tu veux. Oui, c'est certainement, certainement. Puis il est hébergé sur quoi, ton blog? Sur WordPress, mais sur notre site web. OK. Fait que lui, il va le filer directement avec les mots-clés de Google, tout ce qu'il aime. Puis les gens, s'ils cherchent fiscalité, séparation, tu fais une recherche pour voir fiscalité, séparation qui sort, ben c'est parce qu'il y a un blog généralement qui est pertinent. OK. Ouais. OK. Ah bon. Ouais. Intéressant. Ben, allez chercher ça tantôt, là. Ben oui, tout à fait, on va voir ça. On va voir ça. Puis Ça va être même, en ligne. il y a un logiciel qui existe qui s'appelle Keyword Everywhere. Tu vas écrire genre fiscalité, comptabilité Montréal, ça fait comme ça. Tu vas voir qu'est-ce qui est utilisé dans les mots-clés, puis qu'est-ce que les gens recherchent. Puis Yvan, c'est ce qu'il fait. Il va faire des blogs avec les mots-clés. Fait que dans le fond, quand le monde va chercher sur whatever en comptabilité, ils vont le trouver. OK. Fait que, c'est bien plus efficace que du Google. Tu sais, du Google AdWords, ça coûte très cher, peu de résultats. Mais ça, c'est puissant, là, faire du contenu original. OK. Ah, tu m'enverras ses coordonnées. Comme tu vois ce qu'il fait. Comme souvent, il va reprendre mes vidéos comme ça avec toi, il le reprend en blog. Fait qu'il va l'envoyer en blog sur mon site en écrit. OK. Fait que, ouais. Ah bon. Fait que that's it. Fait que, écoute, je t'envoie ça quand c'est prêt. La semaine prochaine, d'après moi, je t'envoie le lien vers la vidéo. Parfait, ça. Merci pour ton temps. Merci à toi. Bye bye. Bye bye, bonne journée. Toi aussi.